Ah ouais. Pierre-Edouard, tu nous entends? Ah, il y a le bouton qui super, il est 18h50. Vous pouvez lancer le webinaire quand vous voulez. Votre caméra est activée. Ah.
Ah, non, pas la vidéo. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez écrire sur la conversation, dans le question-réponse ou dans la discussion. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette présentation organisée par Sanofi Genzyme. Donc, c'est une soirée sur le thème de la thrombopénie. Et on a l'honneur d'avoir deux médecins avec nous aujourd'hui, le professeur Méquignan de l'hôpital Saint-Antoine et le docteur Kouchit qui est actuellement avec moi au CHU de Nice. Donc, je vous propose qu'on commence le tout premier cas clinique qui sera donc une ouverture à une des étiologies de thrombopénie. Donc, je laisse le docteur Kouchit se présenter et débuter le premier cas. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation qui me permet de parler d'un sujet qui m'intéresse. Moi, je m'appelle Yanis Kouchit, je suis médecin en médecine interne au CHU de Nice. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas clinique qui va nous permettre d'aborder plusieurs étiologies de thrombopénie avec en fait des clics diagnostiques à avoir afin de ne pas passer à côté d'urgences diagnostiques et donc thérapeutiques pour nos patients. Donc, je vais commencer initialement par un message d'intérêt général qui est que l'apprentissage passe par la répétition et enchaîner tout de suite avec le cas clinique, avec probablement des notions que vous aurez déjà entendues, mais ça permettra de fixer les idées. Donc, on va parler d'une patiente de 61 ans, assistante maternelle, qui a des antécédents déjà assez lourds à son âge, avec une néoplasie mammaire qui a été traitée par chirurgie, chimio et radiothérapie, un myélome 3 ans après ce diagnostic de néoplasie mammaire, qui a été crabe sur l'anémie et sur les lésions osseuses, avec un traitement en première ligne par 4 cycles de chimiothérapie, immunosuppresseurs corticoïdes, qui ont permis d'obtenir une très bonne réponse partielle. Dans ce contexte, elle a bénéficié par la suite d'une intensification par autogreffe, avec au cours de l'aplasie, une bactériémie à E. coli qui a été d'évolution favorable sous antibiothérapie, et dans ce contexte de sepsis, une insuffisance rénale aiguë qui a été secondaire à l'utilisation d'aminosides et qui a été résolutive. Par la suite, vous revoyez cette patiente 1 mois après son autogreffe et elle présente de nouveau de la fièvre avec un point d'appel digestif, avec surtout, elle se plaint actuellement de diarrhée, de dysgeusie. On n'a pas d'autres choses particulières à l'examen clinique et on met en évidence sur son bilan biologique une hémoglobine qui est à 10 grammes par litre, des globules blancs qui sont normaux avec un taux de polynucléaire qui est normal, elle est sortie d'aplasie, des plaquettes qui sont à 125 gigas par litre, donc une légère thrombopénie sans syndrome hémorragique, une CRP à 70 mg par litre, une clairance de la créatinine à 60 ml par minute. Dans ce contexte, vous suspectez de nouveau un sepsis et une antibiothérapie probabiliste avec une pénicilline a été introduite dans ce contexte d'immunodépression. Vous la revoyez 2 mois après l'autogreffe et elle se plaint toujours d'être très fatiguée, de garder des troubles digestifs avec une alternance diarrhée-constipation. Il n'y a pas de fièvre cette fois et on note toujours une persistance des cytopénies. Au cours du suivi, vous faites contrôler les différents bilans biologiques et quand vous la revoyez 3 mois après l'autogreffe, vous la faites hospitaliser devant la présence de plaquettes à 17 gigas par litre chez une patiente qui est fébrile et sans syndrome hémorragique franc. Dans ce contexte, qu'est-ce que vous souhaitez évoquer en premier lieu comme étiologie à cette thrombopénie? Oui. Alors peut-être qu'on peut vous laisser répondre sur le chat. Donnez-nous vos réponses. Est-ce qu'on peut les donner par lettre peut-être en disant ça va de A à G. De A à G, si vous voulez nous donner vos idées de réponses, on pourra discuter ensuite. Alors, il y a un petit. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Juste, il y a un petit décalage parfois entre le Zoom, donc on va attendre un tout petit peu que les gens puissent répondre. T'as une idée, Alexandre, en attendant? Pardon? T'as une idée? Oui, tout à fait. Alors, donc on est devant une thrombopénie aiguë. Donc, qu'est-ce qui relève de l'urgence? Alors là, on va partir sur des diagnostics qui sont importants à mettre en place, à avoir rapidement pour pouvoir intervenir d'un point de vue thérapeutique. Donc, dans ce contexte-là, parmi les étiologies suivantes, il y en a qui ne représentent pas des urgences en soi, qui pour moi sont à éliminer. Et il y en a qui nécessitent de diagnostiquer rapidement, et c'est cela qu'il faut mettre en avant. Donc, oui, je suis intéressé d'avoir vos avis sur la question, et puis on y répondra dans un second temps. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui se lance, qui se mouille. On a un Sam. Ouais. Donc, bon, thrombopénie post-autogreffe, fébrile. C'est vrai que le sepsis, on a envie d'aller voir de ce côté-là. Sans activation macrophagique, il faudra avoir un peu plus d'éléments. La MAT, ça peut arriver dans le contexte, mais c'est pas des plus typiques. La thrombopénie immunologique fébrile, c'est pas l'hypothèse principale qu'on aurait. Toxicité médicamenteuse, on a un peu à distance des traitements, mais il faut peut-être réinterroger le patient. Enfin, il y a beaucoup de choses là. Je pense qu'il faut un peu plus d'éléments. Peut-être pour ça que les gens ne se mouillent pas trop. Ouais, c'est possible. Ouais, là, on voit différentes réponses, la microangiopathie thrombotique, le syndrome d'activation macrophagique, le sepsis aussi. On va les discuter une par une. Voilà les réponses qui ont été données. Donc, c'est vraiment pour parler des critères d'urgence. Donc, la toxicité médicamenteuse, effectivement, on est plutôt à distance. Donc, ça ne serait pas la première hypothèse à évoquer dans ce contexte. La thrombopénie immunologique, un des signes qui peut un peu écarter cette hypothèse, c'est le côté fébrile actuellement, et aussi une patiente qui ne saigne pas. Donc, c'est vrai qu'on a tendance plutôt à retenir chez les patients qui vont avoir des thrombopénies immunologiques assez profondes. Ils vont quand même se présenter avec un tableau hémorragique, avec potentiellement des saignements muqueux, des bulles hémorragiques dans la bouche. Et en plus, là, on avait quand même d'autres cytopénies associées. Ça se présente habituellement vraiment comme des thrombopénies nues. Après, c'est vrai que là, il y a tout un contexte néoplasique qui peut un peu servir qui peut un peu détourner notre attention, mais ce n'est pas ce qu'on a envie d'évoquer en premier. La microangiopathie thrombotique, c'est très bien, parce que ça fait partie des urgences diagnostiques et thérapeutiques, avec un impact vraiment sur le pronostic des patients. De même pour le syndrome d'activation macrophagique, avec une mortalité très importante, des patients qui finissent en réanimation. Et là, le côté fébrile colle bien avec le diagnostic, la rechute de myélome. Bon, le sepsis sévère, effectivement, on est chez une patiente immunodéprimée, ça peut causer des thrombopénies. Il y a ce contexte fébrile. Et pour l'envahissement métastatique, on n'avait pas vraiment de raison qu'elle récidive son cancer du sein actuellement. Là, pour vous, qu'est-ce qui pourrait vous orienter? Donc, si on décide de demander d'autres arguments, d'avoir plus d'informations, qu'est-ce qui pourrait vous orienter dans un contexte de syndrome d'activation macrophagique? Alors, on a une première personne qui répond 1, 3, 5, anémie, fièvre, aspéomyélogramme. Après, moi, j'ajouterais l'insuffisance rénale comme manifestation sévère du syndrome d'activation macrophagique. C'est très bien du coup. Donc là, ce qui avait été retenu dans ce contexte, c'est la thrombopénie, l'anémie régénérative, les anémies dans le syndrome d'activation macrophagique sont plutôt complexes. Il va y avoir une atteinte plutôt centrale, même s'il peut s'y associer des cytopénies auto-immunes dans ce contexte de dérèglement
de la réponse immunitaire, mais on va voir ça par la suite. La fièvre, qui est un des critères diagnostiques principaux, avec dans la dernière cohorte à Saint-Louis des patients qui présentaient un syndrome d'activation macrophagique en réanimation, la fièvre qui était présente dans quasiment 95% des cas, donc difficile d'évoquer un syndrome d'activation macrophagique sans fièvre. L'insuffisance rénale qui peut effectivement l'accompagner. Il y a je vous montrer un tableau clinique un peu qu'on peut voir dans les syndromes d'activation macrophagique. Effectivement, il peut y avoir des atteintes rénales, mais on les verra plus dans d'autres pathologies. C'est plus une manifestation qui est accompagnatrice plutôt que spécifique de la maladie. L'aspect au myelogramme, c'est effectivement ce que vous voyez à côté, qui est l'hémophagocytose. Donc, vous voyez un macrophage qui va manger des globules rouges. Donc ça, c'est un aspect qui est un peu typique du syndrome d'activation macrophagique, mais qui est malheureusement pas spécifique. Je vous ai mis une petite diapo pour mettre un petit bémol sur cette hémophagocytose. Il y a différentes cohortes qui ont été réalisées, donc des cohortes autopsiques chez des patients admis en réanimation pour un sepsis et qui n'avaient pas de critères de syndrome d'activation macrophagique. Et en fait, on se rend compte que selon les différentes techniques de réanimation dont ils ont bénéficié, ils vont présenter sur des BOM qui ont été réalisés ou des myélogrammes qui ont été réalisés des signes d'activation, des signes d'hémophagocytose. Par exemple, des patients qui ont été transfusés ou qui ont de la nutrition parentérale vont présenter dans une forte proportion, même sans syndrome d'activation macrophagique, une hémophagocytose. Donc, l'hémophagocytose est un critère qui peut nous orienter vers le syndrome d'activation macrophagique, mais qui malheureusement n'est pas un critère spécifique. Donc, faire attention, il ne faut pas se jeter tout de suite chez les patients qui vont avoir une hémophagocytose sur un hémogramme. Il y a bien d'autres causes qui peuvent le donner. Donc, c'est vraiment un ensemble de critères qui vont nous permettre de poser le diagnostic. D'ailleurs, il y a des critères diagnostiques qui ont été édités, qui sont les critères HLH de 2004, qui sont des critères qui ont été basés sur les différents essais thérapeutiques qui ont été réalisés chez les enfants dans le contexte de lymphome, souvent chez des enfants qui avaient des maladies de Purtillot, d'où avec des infections du BV qui déclenchaient par la suite des lymphomes et des syndromes d'activation macrophagique. C'est des critères, comme vous pouvez le voir, qui sont quand même difficiles à prendre tout seul, puisque la fièvre, on va en voir par exemple dans un sepsis que pouvait avoir notre patiente, de même pour les cytopénies. L'hémophagocytose, on a vu qu'on pouvait le voir chez des patients qui avaient des états de choc septique. La ferritine, qui est aussi une protéine de l'inflammation, pourrait augmenter. Et pour le CD25 soluble et l'activité DNK, c'est des choses qu'on n'a pas en routine. Donc, ces critères en soi, on peut les utiliser, mais il faut qu'on ait aussi un contexte clinique évocateur, avec ici résumé les étiologies des syndromes d'activation macrophagique secondaires, qui sont dans 40% des cas soit des néoplasies solides, soit des hémopathies malignes, avec en premier lieu les hémopathies malignes et les lymphomes. Par la suite, derrière, on a les infections surtout virales avec les virus du groupe herpès, des infections parasitaires avec nous, ce qui nous concerne un peu plus sur Nice du fait qu'on soit une zone endémique, la leishmaniose par exemple, et on va avoir différents aussi champignons comme histoplasmose qui peuvent vous donner ce type d'atteinte, les patients avec des chocs septiques, et pour le côté un peu plus maladie systémique, médecine interne, les deux principaux pourvoyeurs sont le lupus érythémateux systémique et la maladie de style de l'adulte, qui vont représenter tout de même une faible proportion des syndromes d'activation macrophagique. Et un autre des contextes évocateurs, c'est des patients qui sont connus pour avoir un déficit immunitaire primitif. Pour vous parler un peu de la physiopathologie du SAM qui va vous permettre de voir d'où viennent ces différents critères diagnostiques, en fait, il s'agit d'une hyperactivation de la réponse immunitaire qui va être lié à différents triggers. On parle parfois de théorie de la marche d'escalier avec des triggers qui vont s'accumuler. Par exemple, des patients qui vont rencontrer pour la première fois le BV, faire une primo-infection dans un contexte aussi d'infection bactérienne. On a eu plusieurs cas de patients qui faisaient une primo-infection et en même temps une infection, une pyélonéphrite par exemple à E. coli et qui déclenchait du coup un dérèglement de la cascade immunitaire. Là-dessus, on va avoir une hyperactivation des macrophages qui vont sécréter diverses cytokines pro-inflammatoires qui vont être à l'origine des différentes manifestations cliniques et biologiques qu'on va voir dans le
le syndrome d'activation macrophagique avec l'hyperféritinémie, les signes généraux, l'asthénie, la fièvre, la cytolyse hépatique, les cytopénies qui vont être aussi liées donc à l'hémophagocytose et à la cytotoxicité des lymphocytes TCD8 qui vont être aussi hyperactivés par le macrophage via une boucle de régulation qui vont eux aussi hyperactiver les macrophages en retour, l'hypertriglycéridémie sur le mécanisme de régulation des macrophages via l'interféron, le TNF-alpha, l'hémophagocytose, on en a déjà parlé, et les troubles de la coagulation qui peuvent s'apparenter à une CIVD et qui vont donc entraîner un signe qu'on peut voir un peu spécifiquement dans ce contexte et qui va nous faire une différence avec le sepsis, qui est une dissociation entre une augmentation de la CRP et un fibrinogène qui va être abaissé. Et donc, grâce à tout ceci, on a pu mettre en évidence un score diagnostique qui est plus facilement utilisable chez l'adulte et en routine, qui est le H-score qui a été mis en place par Saint-Antoine, avec les critères que vous retrouvez qui sont aussi repris du HLH 2004, avec la température, l'hépatomégalie, la splénomégalie, les cytopénies, l'augmentation de la ferritine, les triglycérides, le fibrinogène, donc on parlait de cette dissociation CRP-fibrinogène, la cytolyse hépatique et bien sûr l'hémophagocytose. Et aussi une part importante sur le fait qu'on connaisse un patient déjà immunodéprimé. Donc voilà, c'est peut-être plus facile à utiliser en pratique courante, donc c'est le score que je vous conseille d'utiliser. Bien sûr, ce score est valable quand vous avez une suspicion diagnostique qui est forte pour vous aider, parce que si vous vous amusez à faire ce score dans un contexte de sepsis, vous pouvez tomber sur quelque chose aussi de positif. Pour vous résumer un peu les différentes atteintes cliniques du syndrome d'activation macrophagique, la principale atteinte est l'atteinte pulmonaire, qui conduit le plus souvent les patients en réanimation. Donc, ça va être des syndromes de détresse respiratoire aiguë assez importants, avec une étiologie qui va être souvent multifactorielle, par exemple, ça peut commencer initialement par une infection, puis après par l'atteinte spécifique inflammatoire du syndrome macrophagique. L'atteinte après prédominante est l'atteinte hépatique, avec cette cytolyse hépatique qui est très importante, mais pas forcément l'atteinte la plus dangereuse, des atteintes rénales, donc on en parlait tout à l'heure avec la possibilité d'insuffisance rénale aiguë, avec des patients qui, dans la moitié des cas, vont devoir bénéficier d'épuration extra-rénale. On a des atteintes cutanées avec un rash érythémateux, maculopapuleux non prurigineux qui peut être généralisé et transitoire, qui peut parfois nous orienter sur le diagnostic. Puis après, on a des atteintes cérébrales, mais qui sont surtout décrites chez l'enfant avec des présentations très hétérogènes et une IRM qui est souvent difficile à réaliser dans ce contexte. On a quelques cas de myocardite qui ont été définis et puis des atteintes digestives, mais qui peuvent être surtout très dépendantes de l'étiologie à l'origine du syndrome d'activation macrophagique. Je vous mets un peu pour résumer tout ça, une diapositive que vous pouvez retrouver, c'est les diapositives de l'Internist Academy qui peuvent vous résumer les différents tableaux clinico-biologiques et aussi les prises en charge de pathologies assez particulières que vous pouvez rencontrer dans votre pratique, comme par exemple le syndrome d'activation macrophagique. Elle existe aussi pour les syndromes de Clarkson ou ce genre de choses. Donc voilà, c'était la petite parenthèse syndrome d'activation macrophagique. On n'a toujours pas réglé le problème de notre patiente. Donc, on va s'orienter vers les autres hypothèses urgentes qu'on a évoquées. Et donc, qu'est-ce qui pourrait vous orienter vers, cette fois, un envahissement médulaire ? Est-ce que l'hémogramme forme le leucocyte Du coup, les réponses proposées, donc thrombopénie, oui. Ok. Ouais. Aspéomyélogramme et formule leucocytaire, oui, tout à fait, avec la présence des rétroblastes, des rétromyélémies. Parfait. Je suis d'accord avec ça. Effectivement, le myelogramme... Oups, désolé, petite erreur de ma part. Effectivement, le myelogramme est juste. Et après, pour l'autre urgence, là, il n'y a pas trop à discuter, mais qu'est-ce qui vous orienterait cette fois vers une microangiopathie thrombotique ?
de thrombopénie, anémie régénérative, insuffisance rénale. Ok, parfait. Bon, là aussi, les réponses, elles ont l'air assez homogènes. Hop, effectivement. Donc, on va en profiter pour en discuter un peu. Qu'est-ce que vous voyez là sur le frottis sanguin? Alors, il y a des schizocytes. Ça, c'est des Oui. Ouais. Ouais, tout à fait. Vous les voyez ici. Un petit conseil, quand vous avez un doute diagnostique sur une microangiopathie thrombotique, n'hésitez pas à demander une relecture des lames. Parfois, c'est comme la faute à pas de chance, hein, c'est comme la leucémie aiguë du vendredi soir. C'est des patients qui vont se présenter aussi dans ce contexte, avec parfois le biologiste qui ne va pas lire la lame, qui va être lu par le technicien. Donc, dès que vous avez un doute, l'absence de schizocyte ne remet pas forcément en question votre hypothèse diagnostique, surtout quand c'est un frottis de 3 heures du mat. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à redemander une lecture de lame par la suite ou à refaire des numérations avec des frottis pour confirmer la présence. Ça, c'est plus pour le côté pratique. Voilà les résultats, les autres résultats de votre patiente, puisqu'initialement, on avait juste cette thrombopénie à 17 000. Donc voilà, là, il y a aussi une anémie qui se surajoute. Vous avez aussi le résultat de son myélogramme. C'est une anémie qui est plus sur le versant régénérative. On ne voit pas non plus énormément de blast. On a une forme qui a l'air équilibrée. On n'a rien d'inquiétant sur le côté envahissement médulaire ou ce genre de choses. On n'a pas peur qu'il y ait une récidive. Et donc, dans ce contexte, on complète notre bilan biologique avec une aptoglobine qui est effondrée, des LDH qui sont augmentés, des schizocytes qui sont présents, une créatinine qui va être augmentée, l'absence de syndrome inflammatoire biologique et le reste de notre bilan qui est normal. Dans ce contexte d'insuffisance rénale aiguë, on a demandé l'échographie rénale qui ne met pas en évidence de cause obstructive. Et donc, vous voyez où on va en venir. Qu'est-ce que vous suspectez dans ce contexte ? Alors, on va laisser les gens répondre. Ok. Et ben, Là, je vois, mais première bonne réponse. assez unanime. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je vois des gens qui se chauffent et qui lancent PTT même. Ah, je ne serais pas si sûr que ça. Ouais, je ne suis pas sûr non plus hein, sur la présence de l'instance rénale. Enfin, l'instance rénale. Ouais, moi, je ne me chaufferais pas tant que ça. Ouais, je suis d'accord. On va voir la suite. Allez, donc effectivement, on est face à une microangiopathie thrombotique donc, qui répond à une définition assez facile qui nous permet, dans ce type de maladie, on aime toujours avoir des choses simples qui vont nous permettre de ne pas passer à côté de certains patients qui vont pouvoir présenter ces syndromes. Donc, ça répond à une définition qui est la présence d'une anémie hémolytique mécanique, donc avec une présence de schizocytes et une thrombopénie associée plus ou moins à des défaillances d'organes, en sachant que par exemple, des patients qui peuvent se présenter avec un PTT, vu qu'on en parlait, on n'attendra pas la défaillance d'organes pour les traiter. Parce que parfois, ils peuvent se présenter sur leurs 2 jambes avec uniquement une thrombopénie et des signes d'hémolyse, sans qu'il y ait encore d'atteinte d'organes. Pour elle, juste pour vous aller au bout du cas clinique, finalement, je vous rappelle qu'elle avait des diarrhées et la pour culture revient positive à Shigel. Il y avait l'activité ADAM-TS13 avait quand même été faite devant la suspicion, enfin tout de même le MAT, la MAT et l'importance du traitement par plasmaphérèse. Donc, ça avait quand même été recherché et c'était revenu négatif. Donc, au final, on en fait un chute typique. Et la patiente a parfaitement récupéré par la suite. Juste pour vous, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. La MAT, c'est une urgence thérapeutique, thrombopénie, anémie hémolytique mécanique et atteinte d'organes, avec surtout des organes à circulation terminale, cœur, cerveau et rein. Donc, il faut y penser. Et voici les différentes microangiopathies thrombotiques que vous pouvez avoir.
on va diagnostiquer, on va faire la différence, on va mettre de côté un peu les maths secondaires, surtout en cas de grossesse où c'est un peu compliqué, et puis les étiologies un peu particulières qui sont la crise rénale sclérodermique et le CAPS, avec souvent des contextes évocateurs, mais souvent on fait l'indistinction entre ce qui va être PTT, avec le PTT acquis auto-immun et le PTT héréditaire qui est la maladie d'Ulso-Schulman, et les syndromes hémolytiques et urémiques, avec d'un côté les CHU H-toxine positifs et de l'autre côté les autres types de CHU qui peuvent être soit des maths secondaires, soit des CHU atypiques avec des anomalies congénitales du complément. Pour faire souvent la différence entre ces deux étiologies, on avait tendance à dire avant que le tableau clinique peut être différent, mais c'est des choses qui peuvent nous orienter en erreur. Donc, il y a des scores diagnostiques qui vont nous permettre de faire la part des choses entre les deux étiologies, avec en premier lieu le plasmic score, qui est plus facile d'utilisation parce qu'il va vous résumer en fait toute la démarche diagnostique, avec d'abord la mise en évidence d'une anémie hémolytique, de cette thrombopénie. Vous demandez d'éliminer tout le côté néoplasie ou cause secondaire, et après vous déroulez le taux de plaquettes, le niveau d'insuffisance rénale, qui va permettre de faire la différence entre les deux étiologies, parce qu'il faut savoir que dans le CHU, l'atteinte rénale prédomine, et donc on a une insuffisance rénale qui est beaucoup plus importante que dans le PTT, où c'est plutôt le taux de plaquettes qui va être effondré, avec des patients qui, par exemple, ne vont pas forcément avoir de syndrome hémorragique. Par ailleurs, dans le cadre du PTT acquis, on a très souvent une association à des connectivites, qui sont surtout le lupus et le syndrome de Gouge-Rojogren. Et donc, la présence de facteurs antinucléaires est aussi un des critères qui va faire partie, quant à lui, du French score, qui est aussi un score qui va nous permettre de faire la différence, et qui est un score qui contient 3 critères, donc qui est facile à utiliser une fois que vous avez fait le diagnostic de microangiopathie thrombotique. Donc, c'est la présence d'une thrombopénie profonde, inférieure à 20 giga par litre, d'une insuffisance rénale avec une créatininémie qui sera inférieure à 200, et la présence des facteurs antinucléaires. Donc ça, c'est juste un rappel sur les maths. Avec l'histologie, on va avoir des microtrombies, et bien sûr, ce sont des maladies graves qui vont nécessiter un traitement en urgence. Ça, c'est juste un résumé des différents examens réalisés. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est surtout dans ces contextes de bicytopénie, penser à faire un bilan d'hémolyse pour ne pas passer à côté d'une microangiopathie thrombotique. Il n'y a normalement pas d'atteinte de votre bilan d'hémostase, sinon ça peut vous orienter plus vers une CIVD, donc vous faire suspecter des maladies malignes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur le syndrome d'activation macrophagique, ou si vous voulez qu'on parle un peu plus des microangiopathies thrombotiques. Donc moi, je voudrais dire un grand merci au Dr Kouchik pour cette présentation et pour ces topos de cours, finalement, qui sont intéressants pour nous, dans le sens où on a abordé plusieurs étiologies avec de la physiopathologie qu'on n'a pas forcément dans les livres. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Maintenant, si vous avez des questions sur la présentation, ou si il y a des points du cas clinique que vous voulez rediscuter, on est complètement ouvert à toutes les questions. Donc, elles sont les bienvenues. En attendant que les autres personnes puissent poser leurs questions, moi j'avais une question sur l'antibiothérapie dans ces CHU infectieux. Est-ce que vous le recommandez, ou c'est plutôt contre-indiqué? Alors là, actuellement, ce qui est recommandé, c'est un traitement qui est dit bactériostatique, pour éviter la bactéricidie et donc le relargage d'encore plus de toxines. Et donc, ce qui est recommandé, c'est à la phase aiguë de ces patients, c'est leur faire de l'azithromycine. Voilà, c'est ce qui est retenu actuellement. En tout cas, ce qui est le moins débattu. Il y a une question. Alors, est-ce que l'instillation intravésicale de BCG pour un cancer de la vessie peut être à l'origine d'un syndrome d'activation macrophagique? S'il y a une BCG disséminée, oui, puisque la tuberculose est en soi à l'origine de syndrome d'activation macrophagique. Donc, toute mycobactériose atypique peut l'être.
Et donc, si vous vous retrouvez dans un contexte de BCJ disséminé, effectivement, ça peut donner un syndrome d'activation macrophagique. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on demande. Peut-être continuer à poser les questions aux patients sur leur données de traitement. Et en attendant qu'il y ait d'autres questions, il y a une personne qui demandait s'il y aura un replay. Oui, bien sûr, il y aura un replay qui sera disponible via le site de l'AIH, qui sera publié dans notre newsletter. Et au passage, en attendant, je vous envoie tous le lien vers les replays des anciens webinaires. Je vais vous envoyer tout ça. Tac. Je vous mets dans la discussion les anciens. En attendant. Tac. Là, on a toujours l'attente du professeur Mécaignan. Je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas si Alexandre avait d'autres questions. Je vous mets les replays. Hop. Il y en a un. Je supprime. Merci pour cette présentation qui était très intéressante. Je pense que c'est bien de rediscuter de syndrome d'activation macrophagique qui est souvent un diagnostic évoqué parfois trop rapidement. Je pense que c'est bien le H-score, parler de la fièvre, parler de l'importance du niveau des cytopénies, parce que c'est assez fréquent d'avoir des cytopénies lors des sepsis. J'avais une question, mais là, ça m'échappe. Moi, je vois... Ah oui, juste une question en regardant la présentation. Sur l'atteinte la plus fréquente d'organes dans le SAM, vous avez parlé des atteintes pulmonaires. En disant que 40% des patients avaient des atteintes pulmonaires, alors que sur le diagramme, il y avait 66% d'atteintes hépatiques. Oui, l'atteinte hépatique est la plus fréquente, mais pas la plus dangereuse. Donc, l'atteinte qui va entraîner le plus de complications et qui va en fait conduire les patients en réanimation, c'est le syndrome de défaillance, le syndrome de détresse respiratoire aiguë sur l'atteinte pulmonaire. Ok, d'accord. Effectivement, j'ai fait un petit raccourci, mais oui, puisque l'atteinte hépatique fait partie des critères diagnostiques, donc elle est forcément plus fréquente, mais au final pas à l'origine. Okay. Merci de la précision. Alors, il y a une autre question qui vient d'être posée. Est-ce qu'on a une idée un peu plus précise sur la physiopathe de la MAT liée au SHU? Pour le CHU au chigatoxine ou les CHU atypiques liés au complément? Je pense que c'était plus au niveau infectieux. Ah, alors ça dépasse un peu mon domaine de compétences, mais si vous voulez, en fait, c'est sur la sécrétion de toxines qui va en fait entraîner des lésions endothéliales, et ces lésions endothéliales vont entraîner là-dessus une agrégation plaquettaire sur lesquelles vont venir donc s'éclater des globules rouges, s'agréger les plaquettes avec une thrombopénie de consommation, et donc c'est ça qui va entraîner une atteinte microvasculaire au niveau du rein. Donc c'est vraiment de la MAT localisée au rein, d'où la prédominance de cette atteinte rénale. Okay. Donc, c'est comme un peu pour toute MAT, c'est vraiment de l'atteinte endothéliale et donc ensuite après de l'agrégation plaquettaire. Il y a, si les gens qui participent au webinaire, ça les intéresse, on a aussi fait un webinaire de maths avec le professeur Copo, dont le replay est disponible sur la chaîne YouTube de l'AIH, dont je peux vous remettre le lien, bien sûr. Et il y a aussi un cours, il y a aussi un replay d'un cours de DES où il reparlait un peu plus de physiopathe. Si ça vous intéresse d'aller encore plus dans le détail, je me souviens aussi fait que les vaches n'ont pas de récepteurs à cette toxine et donc ne font pas de maths, alors qu'ils sont porteurs de. On avait parlé de ça il y a quelques années.
Si vous intéresse, je vais vous remettre le replay de la chaîne YouTube. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Nous, c'est plus des PTT, donc on a plus l'habitude de… Ouais. Ça. Alors là, je vois, est-ce que l'atteinte pulmonaire est d'origine infectieuse ou de la fibrose? C'est de l'atteinte. Alors, il peut y avoir de l'atteinte infectieuse puisque les infections sont sont un des facteurs déclenchants de syndrome d'activation macrophagique. Et sinon, c'est de l'atteinte inflammatoire. Donc, c'est ce qu'on appelle le SDRA, nous, en réanimation. Donc, c'est vraiment de l'atteinte inflammatoire qui va toucher spécifiquement le poumon avec une destruction de la barrière alvéolo-capillaire et donc une atteinte interstitielle à ce niveau-là. Je pense qu'on a pu débattre et discuter. Bon, le deuxième orateur, malheureusement, nous a fait bon. Je n'ai pas de nouvelles. Je vérifie quand même qu'il ne m'ait pas envoyé de mail. On va encore atteindre 5 minutes, mais si vous devez partir, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais attendre un petit peu. Et du coup, si on a un peu de temps, j'aimerais parler un peu de la chaîne YouTube de l'AIH pour dire que finalement, on a beaucoup de thématiques qui ont déjà été abordées, qui sont alors plus spécifiquement de l'hématologie, mais aussi, comme pour ce soir, des sujets un peu transversaux. Dans lequel finalement il y a à la fois des éléments diagnostiques, de la thérapeutique, de la physiologie. Donc c'est assez intéressant, et si vous avez des questions en stage sur des pathologies bien spécifiques et que vous voulez approfondir le sujet, du coup on a toute cette banque de vidéos qui sont disponibles en ligne et qui peuvent vraiment aider à approfondir ses connaissances, à progresser et être plus à l'aise dans la prise en charge des patients et dans la compréhension de leur pathologie. Et donc pour tout un terme d'hématologie qui débute, au début c'est un peu difficile d'avoir les repères en ayant comme simple comme connaissance le collège en référence. Ça permet d'aller plus loin dans les pathologies qui nous intéressent le moment venu. Tout à fait, hein, tu fais bien de me rappeler, Alexandre. Et vous avez des playlists pour les niveaux des cours. Par exemple, vous avez toute la partie phase socle, si vous voulez refaire un peu la base en début d'internat. Et après, vous avez les cours de DES qui sont un peu plus haut niveau, les DES d'hématologie. Vous allez avoir des cours un peu plus poussés. Et après, dans certaines thématiques très, très spécialisées, on a fait des webinaires, comme là ce soir avec la thrombopénie, mais on a aussi fait la leucémie tricoleucocyte, l'hémophilie, il y a plein de choses, la réanimation. Si vous voulez, il y a un très bon topo aussi sur le centre d'activation macrophagique. Il y a plein de choses qui sont disponibles. Et pareil, si vous avez des idées, vous trouvez qu'il manque une vidéo sur telle ou telle thématique, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail à contact@aihemato.com où on peut essayer de faire des nouveaux webinaires. Donc, prochainement, on compte faire un webinaire sur les complications hépatiques associées à l'hématologie. C'est en cours d'organisation sur les centres de support. Et puis, on verra par la suite. Ouais, mais n'hésitez pas à nous partager vos idées de… Et bien alors, on n'a pas de nouvelles de notre deuxième orateur. Je tenais encore à vous remercier, Dr Couch, d'être venu faire cette présentation de cas cliniques. Je remercie aussi Sanofi Genzyme d'avoir parrainé ce webinaire et de nous avoir fourni les dossiers de leur base de données techniques pour essayer de mieux comprendre la thrombopénie. Et voilà, on espère pouvoir continuer à faire ces expériences de cas cliniques un peu interactifs qui permettent, je pense, d'améliorer notre formation. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, Dr Couch ou Alexandre. Non, mais merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Hein. C'est un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire, donc c'est intéressant pour ma pratique personnelle. Donc, moi, je suis disponible si vous voulez en refaire, ça me… Avec plaisir.
Et pour ma part, j'ajouterais que moi, je trouve que le webinaire était intéressant dans le sens où ça nous permet d'aborder des pathologies que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir quand on fait de l'oncohématologie, ce qui finalement est très fréquent dans le cadre de l'internat d'hémato. Donc, voir des pathologies un peu transversales comme ça et de mieux comprendre la physiopathologie, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'espère qu'on pourra continuer dans ce sens-là à approfondir nos connaissances en mettant un peu plus de physio et de mieux connaître les arbres diagnostiques dans la prise en charge de nos patients quand on tombera le jour où ça arrivera sur ces pathologies qui ne sont pas forcément les plus courantes dans notre pratique. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci bonne soirée. Bonne soirée.